On va parler de la rentrée scolaire qui est prévue pour le lundi 16 septembre. C'est donc le lundi prochain. Où en est-on exactement par rapport aux préparatifs de cette rentrée et quel présage aussi pour l'année scolaire 2019-2020? Pour décortiquer tout cela, Mehdi Sagonko, journaliste spécialiste des questions de l'éducation. Bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour chers consoeurs. À vos côtés, Mathias Koulodi Dedjian, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Et puis Raimi Amoussa qui nous accompagne depuis 6h30, comme vous le savez. Merci d'être là. Voilà. Avec vous, Mehdi Sagonko, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'âge de la rentrée. Où en est-on fondamentalement par rapport à la rentrée du lundi? Merci bien, chers confrères, et bonjour aux téléspectateurs. Comme nous sommes en train de le dire, la rentrée aura bel et bien lieu le lundi prochain, puisque tout est déjà même fin prêt à cet effet. Pour qu'on parle de rentrée, c'est qu'il y a des préalables qu'il faut régler. C'est ça. Et le constat, c'est que ces préalables sont déjà réglés. Il y a 3 points fondamentaux avant qu'on ne parle de rentrée. Trois points essentiels. D'abord, avant qu'il n'y ait une rentrée scolaire, il faut un arrêté pour définir le calendrier scolaire. Ce qui est déjà disponible. L'arrêté est déjà prêt et qui définit le calendrier scolaire. Second point, pour qu'on parle de rentrée scolaire, il faut régler le problème des mutations ou bien des affectations. C'est vrai que cette année, le conseil départemental n'a pas pu se tenir, mais des réajustements ont été déjà faits, de nouveaux redéploiements ont été déjà faits en ce qui concerne les cas de rapprochement de conjoints et autres. Donc ça veut dire que chacun sait déjà où est-ce qu'il va travailler. C'est vrai que c'est sous réserve également du résultat des évaluations diagnostiques qui vont permettre aux enseignants d'être beaucoup plus fixés. Et puis troisième point, la question des primes de rentrée qui déjà, selon les informations, sont positionnées, puisque s'il n'y a pas ces 3 conditions qui sont réunies, c'est qu'on ne peut pas parler de rentrée, mais heureusement, comme nous le constatons, c'est que déjà, chacun de ces points est déjà réglé par le gouvernement. Donc la balle est désormais dans le camp des acteurs du monde scolaire, à savoir les enseignants et les élèves qui sont attendus dans les écoles le lundi prochain. Mathias Koulodi Dedjian. Merci. Je crois qu'à la suite du spécialiste de l'éducation, je pense que le gouvernement, depuis en tout cas quelques années, fait l'effort d'anticiper surtout sur les préalables pour une rentrée académique et scolaire apaisée. Et je pense que déjà vers la fin de l'année, surtout au moment où on faisait les dernières évaluations, ou bien les examens de fin d'année, le ministre Salimane Karimou a fait sortir une note pour en tout cas annoncer aux enseignants que les primes de rentrée devraient être payées déjà du 16 juin au 20 juillet. Peut-être qu'il y a eu un peu de retard, mais je crois que, bon, selon l'information que vient de nous apporter votre confrère, c'est que ces primes auraient été déjà positionnées. Donc ça présage quand même d'une année sans anicroche. Et je pense que, comment on appelle-t-on, la Commission nationale également de négociation centrale syndicale gouvernement aussi a ouvert une session tout dernièrement où le ministre Abdoulaye Biochane quand même disait que les ministres sectoriels ont pris toutes les dispositions nécessaires quand même pour que, en tout cas, un certain nombre de revendications soient quand même satisfaites. Et je crois la question des subventions à accorder aux établissements aussi a été abordée. Et même par rapport aux subventions, quant à ce qui concerne la scolarité des filles, a été aussi également abordé. Donc je pense que le gouvernement est certainement en train de prendre d'autres mesures pour qu'on n'assiste pas quand même à des grèves. Et je pense que la durée maximale même des grèves étant réduite à, je crois, 10 jours. Oui, l'année. Voilà, 10 jours l'année. Et ce qui est heureux, c'est que le gouvernement ne s'est pas arrêté juste à réduire, mais s'est aussi préoccupé des solutions à apporter à un bon nombre de revendications des enseignants pour que nous puissions davantage connaître des années académiques et universitaires sans véritablement de perturbations. Donc, je crois qu'on peut quand même être rassuré que la rentrée aura bel et bien lieu sans grand problème. Donc, et c'est heureux pour les enfants de ce pays. Voilà, Raimi Moussa, ces invités, voilà, vos vis-à-vis viennent de planter le décor. Dites-nous du point de vue métaphysique, où en est-on pour la rentrée?
les moments difficiles, le tunnel noir, le pays est en train de quitter le tunnel noir. L'oracle nous avait prédit des choses, mais on ne pouvait pas paniquer la nation. On dit celui qui le devait, qui voit le mal, doit aussi conjurer le mal. Et nous sommes contents et nous profitons pour remercier le chef d'État et son gouvernement ils sont en train de conjurer petit à petit le mal béninois. Le premier mal béninois vient du karma 3 de notre pays qui dit que mésentente entre les frères. Tant que nous allons faire l'effort de nous écouter, petit à petit ça ira. Et l'autre karma qui dérange la nation, c'est le karma 4, qui parle des fondations de la nation. C'est pour ça que nous avons connu des moments difficiles dès l'indépendance. Mais l'autre chose, c'est quoi? Lorsqu'un gouvernement vient et qui ne fait qu'écouter que l'aspect économique des choses, l'aspect visible des choses, et ne prend pas en compte l'aspect invisible des choses, ça perturbe. Mais nous avons la chance cette fois-ci, en tout cas, à voir comment ça se passe. Nous avons la conviction que l'actuel chef d'État écoute aussi Dieu et le monde invisible. Parce qu'une chose est d'avoir son vis-à-vis, mais l'autre chose est de rassurer son vis-à-vis. Ici, on sent que les enseignants sont rassurés. Mais au-delà de ça, n'oublions pas que toute la vie de l'homme, tous les problèmes de l'homme viennent de l'argent. D'où nous demandons humblement au peuple béninois de comprendre les réformes dont le but est de recentrer les gaspillages. Parce que tant que l'État a de l'argent, l'État pourra répondre sans promettre et ne pas tenir. Ici, quand l'État promet, l'État tient par rapport aux finances. Cela veut dire que le reste des problèmes, c'est maintenant s'entendre sur les bases des lois, comme mon frère a commencé. Puisque, à part l'argent, il faut s'entendre sur les lois de l'éducation. Et je pense que petit à petit, nous sommes en train de l'observer. Mais au-delà de toute chose, l'homme ne vit pas que de paix. Nous ne devons jamais oublier nos enfants. Nous ne devons jamais oublier nos enfants. Leur avenir, ne soyons pas ceux qui compromettent leur avenir. Nous devons savoir nous sacrifier, quel que soit Alpha. Très bien. Et comme Médis l'a dit tout à l'heure, le gouvernement qui met tout en œuvre afin de jouer lui sa partition, vous êtes certainement parent d'élèves. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les 3 grands préalables qu'il faut remplir pour une année vraiment effective et sans anicroche ont été déjà remplis par un gouvernement? Mais c'est ce que je vous dis, je vais le dire, oui, et je vais le répéter. Le chef d'État actuel est un anticipateur. N'oubliez pas qu'il est un grand entrepreneur. L'entrepreneur ne se laisse jamais surprendre. Mais ici, les lois de l'entreprise sont pratiquement appliquées même à la gestion de l'éducation. C'est-à-dire, le hasard n'existe pas. Et il ne faut pas changer pour changer lorsqu'on est un entrepreneur. Il faut prendre les experts de la chose. Et je pense que petit à petit, on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et tant que les gens qu'il faut sont à la place qu'il faut, on ne peut avoir que le bon. Concret. Très bien. Médis encore, depuis quelques années, on a toujours vu des rentrées peut-être tonitruantes où des gens veulent boycotter la rentrée, on n'a pas eu des primes, on n'a pas eu les subventions des écoles, ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'impression que ce sens d'anticipation de l'État a un impact positif sur le système éducatif? Ça, c'est bien évident, puisque lorsqu'on veut parler de rentrée, imaginez-vous qu'une question, par exemple, comme la prime des enseignants n'est pas réglée, c'est que ça peut déjà constituer une source de revendication pouvant entraîner des cas de débrayage dès même le démarrage des cours. Et c'est avec raison que des enseignants diraient que tant que nous n'avons pas nos primes, nous n'allons pas prendre les craies, puisque c'est un acquis, c'est un droit. Le gouvernement ayant déjà vu les choses dans ce sens, a su faire preuve de la proactivité nécessaire pour ne pas donner l'occasion de revendiquer. Ça, c'est vraiment important, puisque par le passé, comme vous le dites si bien d'ailleurs, qu'il est arrivé des moments où déjà la rentrée
est né de façon congénitale avec des grèves. Oui. Voilà. Où des enseignants commençaient à lever le ton pour dire, nous voici, le premier jour de la rentrée, on n'a pas eu nos primes. Tant qu'il n'y a pas les primes, on n'ira pas dans les classes. Mais cette fois-ci, on ne va pas entendre cela, puisque l'information, de façon vraiment confirmée, c'est que nous fait comprendre que les primes sont déjà positionnées. Et au niveau de certaines banques, c'est que des enseignants ont commencé à toucher. Donc tout le reste, maintenant, c'est au niveau des banques, selon les programmations. Mais ce n'est plus au niveau du trésor public. Ce n'est plus au niveau du gouvernement, le décaissement est déjà fait. Ça, c'est vraiment important. Pour dire que c'est d'ailleurs, même l'argent étant, comme on le dit, le nerf de la guerre, oui. C'est vraiment l'aspect important. Oui. Parce que vous aurez beau signer un calendrier scolaire, faire les mutations, et sans régler ce problème, ça veut dire que il y a toujours une situation qui peut constituer une source de menace. C'est vraiment important. Parlons tout à l'heure du volet loi, que vient d'évoquer monsieur Raimi, c'est de souligner que le calendrier scolaire qui est en vigueur, oui. Comme d'ailleurs pour les autres années, lorsqu'on lit tel que c'est fait, c'est un calendrier qui est conforme à la loi sur l'orientation de l'éducation nationale. Puisque la loi dit, bel et bien en son article 54, que l'année scolaire doit faire 36 semaines. Article 54. Et quand on fait le point du planning défini dans le calendrier, ça fait effectivement les 36 semaines, puisqu'il s'agit d'un calendrier défini en 3 trimestres. Et le premier trimestre part du lundi 16 septembre au 20 décembre du mois. Voilà. Du lundi 5 septembre au 20 décembre. Oui. Ça veut dire que la population scolaire ira en congé de fin de trimestre, ce qu'on appelle communément congé de fête. De fin d'année. Voilà, congé de fête, pour la période de fête, le 20 décembre. Pour revenir maintenant le 6 janvier. Du 6 janvier, là, le deuxième trimestre va prendre fin le 10 avril. Le 10 avril, et puis du 10 avril, le troisième trimestre commence du 20 avril, voilà, du 20 avril pour aller au 24 juin. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait le point, ça fait effectivement les 36 semaines définies par la loi. Donc à partir de là, c'est d'espérer les examens de fin d'année pour la période de juin, au plus tard début juillet, ce qui permet déjà de préparer une bonne rentrée scolaire pour l'année prochaine. Voilà. Très bien. Mathias Kolodi-Dejean, est-ce que ces mesures prises par le gouvernement, l'anticipation du gouvernement, nous donne une certaine certitude qu'on aura une année apaisée? Non, nous avons déjà la certitude. Hein. Vous savez, il y a eu plusieurs réformes dans le secteur de l'éducation comme dans les autres secteurs. Et c'était déjà, pour commencer, la réduction, par exemple, de la durée des grèves à 10 jours au maximum. Et je pense que pour une nation qui se veut être forte, c'est d'abord à travers une bonne éducation des enfants de cette nation-là. Et je pense que nous avons été trop habitués à l'amusement dans ce secteur-là, où c'est que à chaque début de rentrée, c'est des menaces sur des menaces. Donc, il était temps quand même qu'on arrive à la réduction, par exemple, de la durée que doit prendre les grèves dans une année. Ça, c'était le premier point. Mais les choses qui ont suivi, c'est que les gens ont tout crié, non, le gouvernement veut mettre des lois liberticides et tout ça. Désormais, les revendications des enseignants seront bafouées comme ça. Mais le gouvernement a prouvé totalement le contraire. Parce que malgré que cette durée de grève a été réduite, on a appelé les gens à un dialogue, à une discussion. Et ensemble, on a convenu d'un certain nombre de points qu'on a déjà commencé par satisfaire en termes de revendications. Donc je pense que tout ça mis ensemble, ça nous rassure que et quand on met les primes à disposition et tout ça, les indemnités des enseignants en début de rentrée. Donc je pense qu'on a la chance aujourd'hui qu'un gouvernement fait les choses comme cela se doit, c'est-à-dire les lois, on les respecte et on met les moyens qu'il faut à disposition pour que, à terme,
on a des résultats. Donc je pense qu'on aura une année normalement apaisée, sans anicroche et sans problème. Et c'est les enfants de ce pays qui en fait vont se réjouir à la fin. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Moi je suis rassuré, en tout cas, comme beaucoup de Béninois. Vous savez, l'école publique a toujours été celle-là qui a fait de nos aînés des meilleurs. Les meilleurs provenaient de l'école publique. Mais depuis un certain temps, je suis sûr que c'est plutôt les écoles privées qui ont d'ailleurs un certain nombre en tout cas, de façons de fonctionner, qui ont commencé par, en tout cas, prendre cette première place-là. Mais aujourd'hui, il faut que l'État redonne, en fait, cette valeur-là dont l'école publique a toujours eu. C'est-à-dire que l'école publique a toujours, il faut que l'État lui redonne ça. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Donc, pour moi, c'est qu'il n'y aura plus de problème. Hein. La rentrée sera apaisée et puis bon, les résultats seront meilleurs en fin d'année encore. Mais dites, sur le deuxième point que vous avez souligné, les mutations et affectations, on a entendu un concept par le passé, les mutations punitives. Est-ce que tout ça, c'est derrière nous désormais? Bien sûr. Et ça suscitait des grognes à la rentrée. Bien sûr. On parlait de mutations punitives ou d'affectations disciplinaires. Oui. Affectation disciplinaire, à un certain moment, peut-être que c'est l'enseignant qui peut-être a eu un mauvais comportement à l'endroit de la hiérarchie ou bien d'un conseiller pédagogique, et puis on ne lui dit rien, mais il constate qu'il a été affecté, peut-être il a quitté un milieu urbain pour se retrouver quelque part où avoir l'eau, par exemple certains combats, ou bien se retrouver quelque part où pour trouver le goudron il faut parcourir des kilomètres. Donc c'est les manifestations de l'affectation punitive disciplinaire dont nous parlons. Mais je crois que tel que ça se fait aujourd'hui, l'objectivité commence à venir de plus en plus dans la manière d'affecter les gens. Puisque non seulement, même si on laisse de côté ce volet affectation punitive, il y avait un constat. Parce que pour, par exemple, prétendre diriger des groupes pédagogiques ou bien des écoles, c'est qu'il faut remplir certaines conditions, aussi bien que ce soit dans le primaire que dans le secondaire. Donc, si c'est un CEG à un cycle, il y a un profil qui répond à ça. Si c'est un CEG à 2 cycles, il y a également un profil qui répond à ça. Mais pendant longtemps, c'est que à un certain moment, on a triché avec. Voilà, on a triché avec sur la base des critères de considération politique. Il a eu à faire telle formation politique à titre de récompense, affectons-le comme directeur de ci. Je crois qu'aujourd'hui, cette pratique a commencé à être effacée et de façon objective, même si vous êtes de tel bord et que vous ne remplissez pas les conditions, s'il y a des gens plus gradés que vous dans le même CEG, on peut les prendre pour les nommer directeurs. Donc ça, c'est d'abord ce volet. Maintenant, ce qui concerne l'affectation des enseignants, c'est que on constate de plus en plus que les redéploiements se font en fonction vraiment des lieux où les besoins se font sentir. C'est vraiment, puisque cette affaire de mutation punitive, à un certain moment, a entraîné un déséquilibre dans la répartition des enseignants à travers le pays. Si bien que c'est comme la conséquence à un certain moment, c'est qu'il y a une forte concentration. C'est que de bons profils dans des milieux où la pénurie se creuse dans certaines zones, où il y a des milieux où des élèves n'ont pas peut-être de professeurs de français ou bien des professeurs de mathématiques, où personne ne veut y aller. Donc aujourd'hui, c'est que même si ce n'est plus à titre punitif, du moment où vous avez accepté de faire carrière dans la fonction publique et que vous avez déjà souscrit au principe de servir partout où besoin sera. À partir de là, c'est que si l'autorité estime qu'il faut vous envoyer même à 700 km pour que les enfants puissent avoir professeur de mathématiques, professeur de français, et que vous devez être prêt à répondre, mais plus dans une intention punitive ou disciplinaire. Mathias Desdian, partagez-vous l'avis de Médis? Non, merci. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on met dans mutation punitive, hein, parce qu'il est prévu des sanctions disciplinaires. C'est comme il avait expliqué tout à l'heure, lorsque vous êtes peut-être vous embêtez trop de par vos critiques, vos dénonciations, on vous envoie. D'accord. Là, je ne serais peut-être pas d'accord avec peut-être des autorités qui s'adonnent à ces genres de pratiques, mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de discipliner quelqu'un ou des fautes professionnelles, je pense que parfois ces mutations peuvent être vues dans. C'était les syndicats qui le disaient aussi, hein. Bon, d'accord. On a confiance quand même à ce que nous dénoncent les syndicats. Donc, je pense que
c'est déjà heureux que le constat aujourd'hui, c'est que ces mutations punitives sont de moins en moins notées au niveau du secteur de l'éducation. Donc, c'est ce que je peux dire. Ça vous rassure, Rami Moussa, tout ce qu'ils ont dit, le règlement de ces différents préalables, les dispositions que l'État prend de façon minutieuse afin d'éviter le plus possible des dérapages en cours d'année? C'est souvent la frustration qui est à l'origine des dérèglements. La première chose qu'il faut éviter pour l'enseignant, c'est de le punir financièrement. Deuxième chose, c'est de lui montrer, c'est de lui faire comprendre les lois et la maîtrise des lois. Parce que ne pas comprendre peut être à l'origine aussi d'une auto-frustration inutile. On peut croire qu'on est en train de vous punir alors que c'est vous qui ne comprenez pas et vous commettez des fautes. Mais au-delà de tout, la politique, la gestion de la politique n'est pas la gestion de l'économie ni la gestion de la santé. Il y a des enseignants qui veulent faire la politique. Ils doivent savoir qu'ils peuvent subir la loi de la politique. Parce que ne mélangeons pas les cas. Mais maintenant, le problème, un bon gouvernement n'a pas utilisé cette loi. C'est pas une loi non plus. Non, non, c'est une loi. Excusez-moi, tout est loi dans la vie. La tricherie est une loi. La prostitution est une loi. Si vous éliminez tous les prostituées, il y aura la guerre au plus dans 7 jours. D'accord. C'est pour vous dire simplement que ce que nous allons souhaiter de jour en jour, c'est que la population sente qu'il y a une nouvelle justice juste qui s'installe, comme nous sommes en train maintenant de l'observer. Tout gouvernement doit désormais ne plus préparer sa réélection par des manipulations qu'on ne maîtrise pas, mais par des résultats concrets, comme on est en train de faire. Le plus important aujourd'hui, nos pays doivent se dire, nous ne devons plus gérer uniquement nos nations par la politique, mais en respectant chaque secteur de la vie dans ses règles et lois. Ce qui est certain, celui qui a bien fait, allez vous l'écrire quelque part, hein, il sera toujours récompensé. Parce que vous pouvez parler, vous pouvez être politique et aller noyer les oreilles des populations n'importe comment. Lorsqu'à la dernière minute, la population fait toujours le tri. La population fait toujours le tri. Mon frère Gilles, mon ami vient t'aider tous les jours. Peut-être il a mis des choses qui n'étaient pas dans ton village tous les jours. Quelqu'un d'autre vient tous les jours aussi pour dire aux choses de s'il te plaît, pas ta conscience, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez, non? Le Bénin a été toujours manipulé. Les Béninois ont toujours été manipulés. Nous avons toujours cru aux promesses sans lendemain. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? La même personne qui nous a fait des promesses et n'a pas exécuté, il revient par quelle magie encore nous fait des promesses et on le suit encore. C'est ça qu'il faut arrêter. Très bien. Il y a un homme politique qui a dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Voilà. L'État a organisé 2 grandes évaluations pendant cette période de vacances. D'abord un test d'aptitude pour les aspirants au métier d'enseignant et puis une évaluation diagnostique des enseignants reversés en agent contractuel de l'État en 2008. Mehdi Sabou, encore quel bilan peut-on faire de ces 2 grandes évaluations à l'heure qu'il est? Merci bien, cher confrère. Je dois dire à ce sujet que ces évaluations constituent des initiatives importantes et pertinentes. Parce que l'enseignant, ce qu'il dit en situation de classe, c'est que l'impact est énorme. Le savoir qu'il transmet, une fois inculqué à l'enfant, c'est que même si c'est faux, l'enfant y croit pendant longtemps et c'est difficile à corriger. À un certain moment, l'enfant croit en ce que l'enseignant lui dit en classe qu'en ce que ses parents lui disent à la maison, parce qu'on lui dit que c'est le maître qui a dit, c'est le professeur qui a dit. Donc, à partir de là, c'est tout à fait normal de s'assurer, de chercher à s'assurer de la compétence vraiment de ceux qui ont en charge cette mission. C'est vrai qu'il y a déjà des dispositions classiques qui sont prises avec des descentes, des CP, les visites de classe, mais faire composer sur table pour apprécier
et que les compétences rédactionnelles et autres aptitudes, c'est également une bonne chose. C'est vrai que dès que la mesure avait été annoncée, ça avait suscité des inquiétudes, comme quoi il y avait une intention cachée de procéder à des radiations. Mais aujourd'hui, tel que ça se passe, on constate que loin de là, que ce n'était pas ça l'intention initiale, mais avec les tendances qui sont en train d'être communiquées en attendant la proclamation des résultats, c'est qu'on constate que globalement, ça peut aller. Et à partir de là, l'enseignant qui va prendre la craie cette rentrée sera fier. Sera fier, oui, parce qu'il va se dire, oui, il est allé au charbon, et puis il a été confirmé qu'il est vraiment bon pour faire le travail. Donc au moins, il y a une satisfaction morale qui découle de cette initiative. Puisque, quoi qu'on dise, la société sait à un certain moment comment des recrutements sont faits par endroit. La société, la société sait. C'est-à-dire que la société sait qu'il suffit d'avoir un parent directeur pour avoir des facilités d'être recruté, même si on n'a pas fait une formation directement liée à la matière à enseigner. Voilà. Mais à partir de là, avec cette évaluation, au moins la société va se dire désormais, ceux à qui l'État confie la formation de nos enfants, c'est des gens qui sont compétents, parce que l'État a eu à les évaluer et à confirmer qu'ils sont bons pour la tâche. Donc, raison pour laquelle je reviens sur votre argumentaire de tout à l'heure, que le secteur de l'éducation, c'est un secteur à ne pas politiser. C'est un secteur qu'il faut gérer avec objectivité et rigueur, parce que la finalité, c'est le développement du pays. Tous les corps de métier ont leurs ressources humaines qui viennent du secteur de l'éducation. Donc, quand c'est comme ça, c'est de ne pas politiser et de prendre les décisions vraiment pertinentes qui vont vraiment faire avancer notre pays. À un certain moment, il a été constaté dans la gouvernance du pays qu'il y avait eu beaucoup de décisions qui ont été prises dans le secteur de l'éducation sur la base des réflexes politiques. Déjà, en plein meeting, on décrète la création des écoles. En plein meeting. Ah, vous voulez quoi? Nous allons vous donner une école. Mais aujourd'hui, est que l'État, la République continue d'en récolter les conséquences. La preuve, on parle de fusion de groupes pédagogiques. Aujourd'hui, puisque par le passé, il y avait des écoles qui avaient été créées sans aucune étude prospective. Des CEG avaient été créés sans aucune vision futuriste. Déjà, c'est en pleine campagne. Ah, bon, dès que je serai élu, je vais me battre pour que vous ayez un CEG. Et les CEG sont créés à des endroits où, c'est que peut-être au bout du rouleau, quand on fait le point, il n'y a pas grand élève qui... il n'y a pas du monde, il n'y a pas d'effectifs, parce qu'il y a déjà peut-être un ou deux CEG principaux, CG1, CG2 dans la zone, et il n'y a qu'une périphérie d'élèves qui peut-être devraient faire l'effort de se déplacer pour aller vers le CEG. Mais quand on crée le CEG dans leur zone, il n'y a que ce groupuscule qui fréquente, comme dans les cours primaires, où aujourd'hui on est en train de procéder à la fusion pour régler le problème des effectifs et rationaliser les dépenses, parce que quand vous créez les écoles, c'est qu'il faut affecter des enseignants, et puis ces enseignants qui sont affectés, il y en a qui sont affectés dans des classes, si c'est le primaire, où ils n'ont peut-être que 15 élèves. Si c'est le secondaire, il y a des CEG où dans des classes, il y a peut-être une vingtaine d'élèves. Donc aujourd'hui, la fusion permet de régler ce problème, une fusion qui n'est pas synonyme de fermeture. Donc voilà un élément qui montre que la politisation peut rattraper un régime. C'est la politisation d'hier qui rattrape aujourd'hui ce régime, qui est en train d'être corrigé. Parce que des écoles créées de cette manière, aujourd'hui, sont devenues un problème, un héritage qu'il faut régler. Voilà. Mathias Kolodji-Dejan, revenant aux évaluations des enseignants, pensez quels seraient les bénéfices pour le système éducatif en général et plus particulièrement pour cette année scolaire? Merci. Et je suis sûr que vous-même, Olali ou Gilles, ici à ETélé, chacun de vous est soumis à une évaluation. Je ne vous le fais pas dire. Si. Donc, au nom de quoi les agents de l'État, qu'ils soient enseignants, médecins ou encore agronomes, et que sais-je encore, ne devraient-ils pas, eux, être soumis à des évaluations, puisqu'ils ont aussi un employeur qui, dans ce cas-là, se retrouve être l'État. Et donc, la forme que doit prendre l'évaluation, alors dépend de l'employeur. Mais que cette évaluation ne soit pas forcément, c'est-à-dire un moyen pour faire couper l'emploi à certaines personnes. Donc, déjà qu'on a cette assurance-là, moi je pense qu'il était nécessaire d'aller à cette évaluation pour qu'on ait le niveau de chacun de ces enseignants-là. Et c'est en fonction de ça maintenant,
celui qui est confirmé sera davantage fier parce qu'il sait désormais qu'il a été confirmé enseignant, donc il a une satisfaction morale pour continuer à exercer son métier. Mais les autres qui ont encore des difficultés, c'est en fonction en tout cas des résultats qu'on a de maintenant qu'on peut dire on va vous soumettre à des séries de formations, quitte à ce qu'on vous réévalue encore en tout cas dans quelques mois pour que vous puissiez passer ce cap-là. Donc moi je pensais que pour que notre système éducatif soit davantage plus performant, on ne pourra pas éviter ce genre d'évaluation-là. Non, c'était très important. Hein. Moi, je salue quand même l'initiative là et qui doit pouvoir continuer, même au niveau du supérieur. Maintenant, pour revenir aux mesures prises, hein, je pense qu'il y a des mesures sociales encore qui ont été prises. Je pense qu'il y a quelques jours, dans le zoo, notamment à Zakota, les partenaires techniques et le gouvernement, en tout cas, ensemble, ont pu offrir des kits scolaires à beaucoup d'élèves de ce pays. Et déjà dans le constat même du représentant de l'UNICEF qui a représenté les partenaires techniques et financiers, c'est que on n'a même pas pu, c'est-à-dire les besoins sont tellement importants que le nombre de kits qui avaient été offerts là ne pouvait suffire. Et ils ont invité le gouvernement pour que dans l'avenir on puisse faire davantage mieux. Donc je pense que c'est ces genres de mesures qui doivent aussi accompagner en fait le secteur de l'éducation. Et c'est déjà heureux que déjà cette année, une telle initiative a été quand même prise pour permettre à un bon nombre de parents de pouvoir être épargnés de cette dépense-là, quitte à ce qu'ils réorientent autrement leur, en tout cas, argent ailleurs pour que leurs enfants puissent continuer le cursus normalement. Très bien. On parlait tout à l'heure de l'évaluation des enseignants. Rémi Moussa, vous avez mis des enfants à l'école et vous m'avez soufflé que vous aussi vous enseignez dans des instituts, des écoles, des établissements tout simplement. Vous avez le sentiment que lorsqu'un enseignant sent une pression psychologique de se faire évaluer, qu'il se prépare mieux et que même si éventuellement il y a plus de peur que de mal à la fin de cette évaluation et que le gouvernement ne disait plus rien de nouveau de toutes les façons, est-ce que cet enseignant-là peut se montrer plus préparé en situation de classe? Je vous disais la dernière fois que le métaphysicien ou l'homme, le mystique ou le chercheur des lois, puisque tout ne marche pas des lois. Je vous disais que tous les 9 ans, la nature se révise. Cela veut dire que même le corps humain se révise tous les 9 ans. Remarquez ce phénomène-là. Mais si la nature se révise, pourquoi nous-mêmes? Remarquez que l'arbre se révise. À un moment donné, les feuilles tombent. Mais pas quel mystère encore, soit des mois ou des semaines après, de nouvelles feuilles. Ça veut dire que nous devons prendre conscience de cette loi. Mais l'autre chose, c'est quoi? Vous ne pouvez pas survivre sans auto-évaluation. Parce que on dit que c'est quand vous existez, le concurrent existe en même temps. Ou le potentiel concurrent se prépare à prendre votre place. Si vous ne vous redonnez pas de l'actualité en matière d'acquisition de connaissances, mais vous finirez par être balayé parce que vous ne faites plus l'affaire. Aujourd'hui, en plus même de l'évaluation, il y a les nouvelles technologies que nous devons intégrer très tôt. Ça veut dire que ça ne suffit pas encore. Il doit y avoir d'autres transferts de connaissances encore. Pour être au présent, vous verrez que beaucoup de métiers vont quitter la terre d'ici au plus 10 ans. Parce que de nouvelles métiers s'annoncent déjà. Est-ce que nous allons continuer avec les anciennes méthodes? C'est le problème qui se pose. L'autre chose, c'est quoi? Vous ne pouvez pas demander que vous augmentez de l'argent, vous réclamez des primes sans se demander mais comment la nation va faire pour vous l'obtenir. La nation se rend compte qu'il y a du gaspillage, il y a de je ne comprends pas. Mais on a essayé alors de faire l'état des lieux. La preuve, tout à l'heure, on a vu le ministre, porte-parole du gouvernement, dire qu'il y a combien? 5000 quelque chose. Oui. Agents recensés. 5641 agents reversés de manière fantaisiste depuis 2007. Non, je vous en prie, peuple béninois, inquiétez-vous vous-même. Ça veut dire que, comme a dit mon frère,
si on ne sait pas, l'actuel gouvernement a le devoir de laisser un transfert d'héritage positif au gouvernement qui va venir. Ça veut dire qu'il faut faire attention avant de juger souvent les gouvernements présents. Vous ne savez pas tout l'imbroglio d'héritage qu'on lui a laissé. Mais le problème du Bénin, c'est que quand vous dites la vérité, quand vous voulez dévoiler l'anus de quelqu'un, si vous ne savez pas faire, c'est lui qui crie plus que tout le monde. Maintenant, les 5000 qu'on a découvert là, moi j'aurais aimé qu'ils se réunissent, qu'ils fassent une réunion publique et qu'ils viennent parler au peuple. Non mais le ministre a même dit que le gouvernement sait que ce n'est pas de leur faute à eux parce qu'ils ont été reversés, personne ne refuse la promotion. Maintenant, le gouvernement a encore pris la décision quand même de les accompagner, de les maintenir dans le système. S'ils sont bons et que le gouvernement est ça. C'est la preuve déjà que un père c'est un père. Très bien, d'accord. Oui. Mehdi Sagbonko, est-ce qu'au vu de tout ça, vous avez l'impression que les syndicats sont dans un état d'âme favorable à la rentrée, à une année apaisée? Quel est leur état d'âme à l'heure actuelle? Bon, je crois que un syndicat, après tout, reste un syndicat. Oui. Et les syndicats, bon, s'ils se comportent comme des éternels insatisfaits, c'est qu'ils sont également dans leur rôle. Mais au moins, les syndicats doivent être unanimes à reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits. Et que apprécier ces efforts et créditer quand même d'une bonne foi et se dire bon, si déjà avec ces efforts on peut commencer, et que le reste dans le ton qu'il faut, dans le dialogue, on pourra les obtenir, puisque les syndicalistes, comme nous le savons, c'est qu'ils sont là pour défendre et au besoin obtenir le maximum au profit de leur corporation. Oui. Maintenant, entre la volonté d'obtenir le maximum et la disponibilité, il y a toujours ce fossé. Donc il n'y a que le dialogue entre les deux parties. Donc c'est déjà quand même de reconnaître que, comme vous-même vous le constatez, il n'y a pas de bruit comme par le passé. Sinon, c'est que par le passé, à un certain moment, c'est que déjà la tension, voilà, on ne nous a pas fait ci, on ne nous a pas dit ça, mais on n'entend pas cela. Donc un silence qui explique quand même qu'il y a un début de consentement vis-à-vis de la gouvernance et des décisions qui sont prises en vue de la rentrée scolaire qui s'annonce d'ailleurs paisible, qui s'annonce paisible au regard de ces mesures dont nous sommes en train de discuter. Donc là, le plus grand défi, c'est que chaque partie du système puisse apporter sa pierre à l'édifice, que les enseignants puissent œuvrer et évoluer selon le chronogramme pour terminer le programme, pour qu'au bout du rouleau, bien pour qu'en fin d'année, que les résultats aux examens soient encore mieux que ceux enregistrés cette année. Et déjà en ce qui concerne les programmes, je crois que les enseignants ont déjà eu le temps de réactualiser leur support pédagogique pendant les vacances, et qu'à partir de là, que les élèves également doivent avoir les comportements sages attendus d'eux pour pouvoir bien suivre le cours et passer en année supérieure. Mathias Desjans, ce silence des syndicats traduit... Est-ce que cela traduit effectivement un consentement avec le gouvernement? Non, je suis de ceux-là qui pensent que le syndicalisme doit être mené avec objectivité, le bon sens et la raison. Et je pense que la plupart des confédérations, ou du moins des centrales syndicales que nous avons, reconnaissent bien cela, parce que vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, on a connu des moments très durs dans le syndicalisme. Mais je crois que lorsque le gouvernement fait tous ces efforts, les autres aussi, c'est quand même des fonctionnaires de l'État. Il faut qu'ils comprennent aussi que la plus belle femme au monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Et je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là et qu'ils vont inviter surtout leurs collègues enseignants à véritablement jouer leur partition, parce que le gouvernement est déjà en train de jouer la sienne. Et le peuple béninois les met aussi en garde, parce que tous autant que nous sommes dans la République,
nous avons une part de responsabilité à jouer dans le développement de cette nation-là. Encore qu'il s'agit là d'une question très sensible, celle touchant à l'éducation de notre nation. Moi, je me dis même, au nom de quelles raisons on se permet même parfois d'aller jusqu'à 4 mois de grève. C'est vrai, les raisons sont valables, mais à des moments donnés, si on a vraiment souci de nos enfants, des enfants de ce pays, on doit pouvoir amener la balle à terre. Et c'est déjà heureux que le gouvernement même anticipe sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je pense que chacun de tous ces acteurs-là fera ce qui est de son pouvoir pour que l'année soit véritablement une année de succès. Très bien. Et le dialogue continue actuellement d'ailleurs entre le gouvernement et ses syndicats, Raymond Moussa. Le dialogue ne peut que continuer. Rassurez-vous sur ça. Ça ne peut que continuer. Je vous disais tout à l'heure que le mystique affirme et prie. Nous allons demander à tous nos prêtres, pasteurs, imams ou non, métaphysiciens spirituels, tous d'accompagner la nation par leurs prières. Nous allons demander aux membres de nos ancêtres et à Dieu d'accompagner la nation. Parce que tout chef d'État, tout gouvernement est d'abord le symbole de Dieu. Et tout chef d'État est d'abord le symbole d'un père. Jésus a dit, on ne peut pas demander, dans la Bible c'est bien dit, on ne peut pas demander, l'enfant ne peut pas demander à un père boire du poisson et le père va lui donner un serpent. Le chef d'État actuel n'est pas dans cette logique. Et ça se voit. Ce que nous allons demander simplement à tout le peuple béninois, c'est de savoir que la nuit existe, le jour existe. L'opposition est nécessaire. Et l'opposition joue bien son rôle, mais à une seule condition, de ne pas trafiquer l'information juste. Que chacun de nous soit sincère envers sa conscience dans son rôle d'opposant. Et que les mouvanciers aussi jouent les mêmes rôles par rapport à leur conscience. Nous sommes sûrs d'une chose, le chef de l'État, je suis sûr, demande tous les jours à ses ministres de respecter les autres, de respecter le peuple. Et tous les jours, nous sommes en train de voir ça. Nous allons demander simplement à nous tous de nous respecter les uns les autres. Et que quand un père appelle son fils, que le fils d'abord aille écouter le père d'abord. Et laisse le père parler avant de parler, non quand le père parle en même temps. Parce que quand nous ne nous écoutons pas, il y a cacophonie. Et au-delà de ça, la plupart des groupes au Bénin, il y a toujours quelques-uns qui renégocient. Et c'est ça qui crée des problèmes. Au-delà des circuits officiels, quoi. C'est ça. D'accord.